Bon Dieu. Le général 4 étoiles à la retraite a repoussé sa chaise si brusquement, que toutes les conversations dans la salle de bal se sont arrêtées net. Ses yeux étaient rivés sur la vieille montre de la marine, usée, attachée à mon poignet. « Où avez-vous eu ça ?» a-t-il demandé. J'ai jeté un coup d'œil autour de la pièce. Près de 200 personnes avaient fait silence. Des directeurs de banque, des juges, des promoteurs immobiliers, des politiciens, les personnes les plus riches de Charleston. Mon mari avait l'air agacé. Le général a fait un pas de plus vers moi. « Madame, a-t-il dit, la voix soudainement tremblante. Cette montre? Où l'avez-vous eue? J'ai dégluti. Elle appartenait à mon père. Quel était son nom? J'ai hésité. Puis, j'ai répondu. Le capitaine Michael Whittaker. Le sang a quitté le visage du général. L'espace d'un instant, il a paru vieillir de 20 ans. Puis, il s'est levé d'un bond. La fille du capitaine Whittaker. La pièce est devenue si silencieuse, que je pouvais entendre le bruit des verres que l'on reposait sur les tables. Mon mari a dévisagé le général, comme s'il avait perdu la tête. Le général m'a regardé, puis a regardé Richard, puis a de nouveau posé les yeux sur moi. Et c'est là qu'il a prononcé les mots qui ont tout changé. Bon Dieu. Il a secoué la tête lentement. Il n'a aucune idée de qui vous êtes. Ce moment a alimenté les conversations de Charleston pendant des mois. Mais pour comprendre pourquoi c'est arrivé, il faut comprendre qui j'étais avant cette nuit-là, et qui mon mari croyait que j'étais. Je m'appelle Sarah Whittaker. J'ai 58 ans, je suis retraité de la marine des États-Unis et, pendant la majeure partie de ma vie, j'ai été parfaitement à l'aise avec le fait de passer inaperçu. J'ai grandi dans des logements militaires, le genre de maison avec des murs fins et des planchers qui grincent, le genre de quartier où chaque famille savait ce que signifiait un déploiement. Mon père a servi dans la marine pendant près de 3 décennies. Mon grand-père y avait servi avant lui. Le service militaire n'était pas quelque chose d'extraordinaire dans notre famille. C'était simplement ce que les gens faisaient. Mon père avait l'habitude de dire quelque chose, qui m'est resté toute ma vie, le caractère, c'est ce qui reste quand personne ne regarde. Il y croyait, il le vivait, et il l'attendait des autres. Nous n'étions pas riches, loin de là. Ma mère découpait des bons de réduction. Nous conduisions des voitures d'occasion. Les vacances consistaient généralement à rendre visite à des proches, plutôt qu'à séjourner dans des complexes hôteliers. Mais je ne me suis jamais senti privé de quoi que ce soit. Car dans notre foyer, le respect importait plus que l'argent. Le devoir importait plus que la reconnaissance. Et l'intégrité importait plus que les apparences. Ces leçons m'ont finalement conduit à m'engager moi-même dans la marine. J'ai servi pendant plus de 25 ans, la majeure partie du temps dans l'ombre. Je n'étais pas une héroïne. Je n'étais pas célèbre. J'ai simplement fait mon travail. Lorsque j'ai pris ma retraite avec le grade de commandant, je me sentais fier de ma carrière, et reconnaissante envers les personnes aux côtés desquelles j'avais servi. Quelques années plus tard, j'ai rencontré Richard. Au début, il semblait charmant, confiant, et accompli. Il possédait une entreprise de promotion immobilière florissante, à Charleston. Il pouvait entrer dans n'importe quelle pièce, et en devenir immédiatement le centre d'attention. Les gens l'aimaient bien. Les investisseurs lui faisaient confiance. Et après des années de vie militaire, j'ai trouvé son assurance rafraîchissante. Nous nous sommes mariés quand j'avais 46 ans. Pendant un temps, les choses se sont bien passées. Ou du moins, c'est ce que je croyais. Avec le recul, je peux voir les signes que j'ai ignorés, de petites remarques, des rejets subtils, des instants infimes qui semblaient inoffensifs sur le moment. Richard mesurait le succès différemment de moi. Pour lui, les accomplissements étaient liés à des signes de richesse, la taille de votre maison, la marque de votre voiture, le club auquel vous appartenez, et l'importance des personnes qui retournent vos appels. Je n'y ai pas prêté beaucoup d'attention, au début. Chacun a des priorités différentes. Mais au fil des ans, ces différences sont devenues plus difficiles à ignorer, particulièrement lorsqu'il s'agissait de ma famille. Richard ne les a jamais insultés ouvertement. Pas au début. Il se contentait de les ignorer. Chaque fois que les conversations tournaient autour des histoires familiales, il discutait avec joie des entrepreneurs fortunés, des chefs d'entreprises locaux, et des grandes familles de Charleston. Quand on abordait ma famille, son intérêt s'évaporait. Un soir, des années plus tôt,
il avait feuilleté un vieil album photo, des images de mon père, de mon grand-père, de cérémonies militaires, de navires, de déploiements, d'uniformes. Il a refermé l'album. Intéressant, a-t-il dit. Et c'était tout. Intéressant. Comme si des décennies de service pouvaient être résumées en un seul mot. Je me souviens m'être senti déçu. Pas en colère, juste déçu. Pourtant, j'ai laissé couler. Je laissais toujours les choses couler. C'est peut-être l'un de mes défauts. Mon père pensait que la dignité consistait souvent à garder le silence. Parfois, c'est vrai. D'autres fois, non. Le gala de charité a eu lieu au début du printemps. C'était l'un des plus grands événements annuels de collecte de fonds de Charleston. Tenue de soirée, robe longue, lustre en cristal, 20 hors de prix, exactement le genre de soirée que Richard adorait. Il a passé des semaines à s'y préparer, choisissant des costumes, rencontrant des donateurs, et planifiant des conversations. J'y assistais parce que j'étais sa femme, rien de plus. La salle de bal surplombait le port. Alors que le soleil disparaissait derrière l'eau, la pièce s'est remplie de rires, et d'échanges professionnels. Richard évoluait sans effort parmi les invités. Je suivais poliment, serrant des mains, faisant la conversation, écoutant plus que je ne parlais. À un moment donné, nous avons rejoint une table remplie de chefs d'entreprise locaux, d'un banquier, d'un juge d'État, et de plusieurs donateurs de premier plan. Une femme a souri chaleureusement. Alors Sarah, parlez-nous de votre famille. Une question simple, le genre de question que les gens posent tous les jours. Avant que je ne puisse répondre, Richard a ri. Pas un rire cruel. Pas encore. Juste un rire amusé. Oh, sa famille. Il a pris une gorgée de vin. Ce sont des militaires. La table a hoché la tête, poliment. Richard a haussé les épaules. Une famille de moins que rien, en réalité. Plusieurs invités ont gloussé, un peu gênés. Un homme a souri. Un autre a paru mal à l'aise. Personne ne l'a contredit. Personne ne savait quoi dire. Et l'espace d'un instant, moi non plus. Les mots n'étaient pas dits d'une voix forte. Ils n'étaient pas dramatiques. Mais ils ont frappé plus fort qu'ils ne s'en rendaient compte. Une famille de moins que rien. J'ai pensé à mon grand-père, traversant le Pacifique pendant la Seconde Guerre mondiale. J'ai pensé à mon père, passant des mois en mer. J'ai pensé aux funérailles militaires, aux drapeaux pliés, aux sacrifices, aux longues absences, aux anniversaires manqués, aux années de service. Une famille de moins que rien. J'ai senti quelque chose se serrer dans ma poitrine. Pas de la colère, pas exactement. Plutôt de la tristesse. Le genre de tristesse qui vous envahit lorsque quelqu'un que vous aimez révèle une vérité sur lui-même, une vérité que vous évitiez depuis des années. J'ai baissé les yeux sur mon poignet. La vieille montre de la marine de mon père reposait sous la manchette de ma robe. Le métal était usé et lissé par des décennies d'utilisation. Je la portais encore pour les grandes occasions, non pas parce qu'elle avait de la valeur, mais parce qu'elle me rappelait d'où je venais, et qui je voulais être. J'aurais pu corriger Richard. J'aurais pu argumenter. J'aurais pu énumérer les accomplissements, les grades, les récompenses, l'histoire. Au lieu de cela, je me suis souvenu de la voix de mon père, ne cherche jamais la validation. Alors, je suis restée silencieuse. La conversation est passée à autre chose. Les invités ont oublié cette remarque. Du moins, c'est ce que je croyais. De l'autre côté de la salle de bal, un homme d'un certain âge s'était arrêté de marcher. Il fixait directement mon poignet. Son expression avait complètement changé. Au début, je ne l'ai pas reconnu. Puis, la réalisation m'a frappé. Cet homme n'était pas un simple invité. C'était le général Thomas Bradley, l'un des chefs militaires les plus respectés de sa génération. Et il marchait droit vers moi, lentement, délibérément, sans quitter des yeux la montre de mon père. Plus il approchait, plus son expression devenait sérieuse. Et soudain, j'ai su que quelque chose d'extraordinaire allait se produire. Le général Thomas Bradley s'est arrêté près de notre table. La salle ne l'a pas remarqué au début. La plupart des gens étaient occupés à parler, à siroter du vin, ou à discuter affaires. Mais moi, je l'ai remarqué. Et Richard aussi. Le général ne regardait personne d'autre. Ses yeux restaient fixés sur la vieille montre de la marine, posée sur mon poignet. L'espace d'un instant,
aucun de nous n'a parlé. Puis, il s'est éclairci la gorge. Madame, a-t-il dit. Sa voix portait l'autorité calme d'un homme qui avait passé des décennies à commander des troupes. Puis-je vous demander quelque chose? Je me suis levé, poliment. Bien sûr, mon général. Il a pointé doucement la montre du doigt. Où avez-vous eu ça? J'ai baissé les yeux. La montre avait l'air ordinaire. Le boîtier en acier inoxydable était rayé. Le bracelet en cuir avait été remplacé, des années auparavant. Rien en elle ne suggérait la moindre importance. Elle appartenait à mon père, ai-je dit. L'expression du général s'est tendue. Votre père? Oui, monsieur. La table était devenue silencieuse. Les invités à proximité commençaient à prêter attention. Le général Bradley s'est approché. Quel était son nom? Quelque chose dans son ton a fait battre mon cœur plus vite. Je ne savais pas trop pourquoi. Le capitaine Michael Whittaker. Pendant une seconde, le général s'est contenté de me dévisager. Puis, toute couleur a semblé quitter son visage. Ses yeux se sont écarquillés. La réaction fut si soudaine, que plusieurs personnes l'ont immédiatement remarqué. Même Richard avait l'air confus. Le général a murmuré quelque chose dans un souffle. Puis il s'est tenu parfaitement droit. La fille du capitaine Whittaker. J'ai hoché la tête. Oui, monsieur. Ses mains tremblaient légèrement. Non pas à cause de l'âge, mais à cause de l'émotion. Autour de nous, la pièce devenait de plus en plus silencieuse. Les conversations s'estompaient. Les gens sentaient que quelque chose d'important se passait. Le général Bradley a pris une lente inspiration. Puis, à ma grande surprise, il a tendu la main. Pas de façon désinvolte, mais avec respect, presque formellement. Je l'ai serré. Il m'a regardé droit dans les yeux. Je n'ai pas entendu ce nom prononcé depuis près de 20 ans. Je ne savais pas quoi dire. Mon père était parti depuis près d'une décennie. En dehors des cercles militaires, peu de gens se souvenaient de lui. Richard a jeté un coup d'œil entre nous. Je suis désolé, a-t-il interrompu poliment. Vous connaissez le père de Sarah? Le général s'est tourné vers lui. L'expression de son visage a changé instantanément. Ni hostile, ni en colère. Simplement étonné. Si je le connais? Il m'a regardé à nouveau, puis s'est tourné de nouveau vers Richard. Mon fils, certains hommes passent une vie entière à espérer posséder ne serait-ce que la moitié du courage qu'avait Michael Whittaker. La table a plongé dans le silence. Absolument tout le monde écoutait, maintenant. Richard a forcé un sourire. Je suis sûr que c'était un excellent officier. Les sourcils du général se sont levés. Un excellent officier. Il a failli rire. Non. Il a secoué la tête. Le capitaine Whittaker était bien plus que ça. Quelqu'un à proximité a tiré une chaise pour le général. Au lieu de s'asseoir, il est resté debout, comme si le souvenir lui-même exigeait du respect. Des invités des tables voisines avaient commencé à s'approcher. Personne ne voulait manquer l'histoire qui était en train de se dérouler. Le général m'a regardé. Votre père vous a-t-il déjà parlé de l'incident de l'Atlantique Nord? J'ai froncé les sourcils. Non, monsieur. Un faible sourire a traversé son visage. Bien sûr que non. Cela ressemblait exactement à mon père. Il ne parlait jamais de ses exploits. Jamais. Enfant, j'en apprenais souvent plus sur sa carrière par d'autres marins, que par lui-même. Le général a croisé les mains. La majeure partie de cette histoire est restée classifiée pendant des années. Maintenant, les gens se rassemblaient ouvertement autour de nous. La salle de bal était devenue inhabituellement silencieuse. Même la musique live semblait lointaine. Le général a poursuivi. Il y a 40 ans, pendant la guerre froide, le navire de votre père a dû faire face à une crise dans l'Atlantique Nord. Il a fait une pause. Je ne peux pas aborder chaque détail, même aujourd'hui, mais je peux vous dire ceci. Sa voix s'est adoucie. Il y avait de jeunes marins à bord, qui n'auraient pas dû survivre à cette nuit-là. J'écoutais attentivement. Je n'avais jamais entendu cette histoire, pas une seule fois. Le général a regardé vers le port, visible à travers les fenêtres de la salle de bal, comme s'il revoyait une autre époque. Les conditions étaient effroyables. Des pannes d'équipement, des mers dangereuses,
une succession d'événements que personne n'avait prévus. Il a reporté son regard sur moi. Votre père a refusé d'abandonner ses hommes. J'ai senti une boule se former dans ma gorge. Le général a continué. Il est resté là où le danger était le plus grand. La pièce restait complètement silencieuse. Il a personnellement dirigé les opérations de sauvetage pendant des heures. Quelqu'un tout prêt a murmuré, « Mon Dieu !» Le général a hoché la tête. Plusieurs hommes lui ont par la suite attribué le mérite de leur avoir sauvé la vie. Je l'ai dévisagé. Pourquoi ne nous l'a-t-il jamais dit? Le général a souri tristement. Parce que les hommes comme votre père le font rarement. Cette réponse m'a semblé douloureusement familière. Mon père ne parlait jamais des médailles, ne discutait jamais des honneurs. Chaque fois que quelqu'un le louait, il changeait de sujet. En grandissant, je pensais que toutes les familles de militaires étaient ainsi. Ce n'est que plus tard, que j'ai réalisé à quel point il était véritablement exceptionnel. Richard s'est agité, mal à l'aise. Pour la première fois de la soirée, il avait l'air incertain. L'assurance qu'il affichait normalement semblait s'évanouir. Le général l'a remarqué. Tout le monde l'a remarqué. Et puis est arrivé le moment qui a changé l'atmosphère entière de la pièce. Un riche donateur, debout à proximité, a posé une question. Si le capitaine Whittaker était si respecté, pourquoi n'avons-nous jamais entendu parler de lui? Le général a souri. Parce qu'il a passé sa vie à fuir l'attention. Quelques personnes ont hoché la tête. Le donateur avait l'air surpris. Mais, il a sûrement reçu des médailles? Oh, ça oui, a gloussé doucement le général. Beaucoup. Puis il m'a regardé directement. Je suppose qu'il ne les a jamais exposées. J'ai ri malgré moi. Non, monsieur. Bien sûr que non. Le général a secoué la tête. C'est exactement ce à quoi je m'attendais. La foule a ri doucement. Pour la première fois de la soirée, j'ai ressenti de la chaleur au lieu de l'embarras. Non pas à cause de la tension, mais parce que quelqu'un comprenait mon père. Le comprenait vraiment. La voix du général est devenue plus sérieuse. Savez-vous pourquoi les gens respectaient Michael Whittaker? J'ai secoué la tête. Il a répondu immédiatement, parce qu'il ne s'est jamais soucié de la reconnaissance. Ses yeux ont balayé la salle de bal. Ils se sont posés sur les costumes coûteux, les robes de créateurs, les montres de luxe, les symboles du succès. Il se souciait des gens. Personne n'a parlé. Le message planait dans l'air. J'ai vu plusieurs vétérans présents hocher la tête silencieusement. Ils comprenaient, peut-être mieux que quiconque. Le général a regardé vers Richard. La pièce a semblé retenir son souffle. Puis, il a posé une question simple. « Monsieur, depuis combien de temps êtes-vous marié » Richard a cligné des yeux. 12 ans. 12 ans, a répété lentement le général. Puis, il a eu l'air sincèrement stupéfait. 12 ans, et vous n'avez jamais su qui était son père. Quelques personnes se sont remuées, gênées. Le visage de Richard a rougi. Je savais qu'il servait dans la marine. Le général l'a fixé, puis m'a regardé. Finalement, il a secoué la tête. C'est à ce moment-là qu'il a prononcé les mots que tout le monde répéterait plus tard, à travers Charleston. Des mots qui allaient se propager dans les country clubs, les salles d'anciens combattants, et lors des dîners en ville pendant des mois. Bon Dieu! Sa voix s'élevait à peine au-dessus d'un murmure. Il n'a aucune idée de qui vous êtes. La pièce s'est figée. Personne ne bougeait. Personne ne parlait. J'ai senti tous les regards se tourner vers moi. Pour la première fois de la soirée, Richard a eu l'air véritablement ébranlé. Et, au fond de moi, j'ai réalisé quelque chose d'important. Il ne s'agissait pas de la réputation de mon père. Il ne s'agissait pas d'honneur militaire. Il ne s'agissait même pas de la montre. Il s'agissait de respect. Pendant 12 ans, mon mari n'avait jamais vraiment essayé de comprendre d'où je venais. Et maintenant, devant toute l'élite de la ville, cette vérité devenait impossible à ignorer. Alors que le général s'apprêtait à raconter le reste de l'histoire, j'ai vu quelque chose dans les yeux de Richard, que je n'avais jamais vu auparavant, de la peur. Pendant plusieurs secondes après que le général Bradley a prononcé ces mots, personne dans la salle de bal n'a rien dit. Le silence n'était pas inconfortable. Il était réfléchi. Le genre de silence qui s'installe dans une pièce,
lorsque les gens réalisent soudainement qu'ils ont mal compris quelque chose d'important. J'ai jeté un coup d'œil à Richard. Son expression avait complètement changé. Le sourire confiant qu'il arborait toute la soirée avait disparu. Pour peut-être la première fois depuis que je l'avais rencontré, il avait l'air incertain. Le général Bradley est resté debout à côté de moi. Le vieux soldat semblait moins intéressé par l'idée d'impressionner qui que ce soit, que par celle de corriger un malentendu. Et ce malentendu ne concernait pas mon père. Il concernait ce qui donne un sens à une vie. Une femme, se tenant près du devant, a finalement rompu le silence. « Quoi, général Bradley ?» a-t-elle demandé doucement. Le capitaine Whittaker était-il vraiment si respecté que ça? Le général a souri. Puis il a donné une réponse que je n'oublierai jamais. Non. Plusieurs personnes ont paru perplexes. Puis il a poursuivi. Il était plus respecté que la plupart des gens dans cette pièce ne peuvent l'imaginer. Quelques rires discrets ont parcouru la foule. Pas des rires moqueurs. Des rires nerveux. Le général s'est tourné vers moi. Sarah, votre père serait probablement furieux contre moi, en ce moment. Cela m'a fait rire. Vous avez probablement raison. La foule a ri avec nous. Parce que Michael détestait l'attention, a secoué la tête le général. Il détestait absolument ça. Il a regardé autour de la pièce. J'ai passé des années à essayer de le convaincre d'accepter une reconnaissance publique. Que s'est-il passé, a demandé quelqu'un. Il trouvait toujours une raison pour l'éviter. D'autres rirent. Le général m'a montré du doigt. On dirait que sa fille a hérité de cette habitude. J'ai souri. C'était la stricte vérité. Alors que la foule s'installait pour écouter, le général Bradley a commencé à partager des histoires. Pas des histoires classifiées, pas des scènes de films dramatiques, juste des moments qui révélaient le caractère de l'homme. Le genre d'histoire que les militaires racontent sur ceux qu'ils admirent. Il y avait un jeune marin, une fois, a raconté le général. Il a commis une grave erreur lors d'un déploiement. Le général a croisé les mains derrière son dos. Le genre d'erreur qui aurait pu mettre fin à une carrière. Plusieurs vétérans dans la pièce ont hoché la tête, en connaissance de cause. L'armée peut être impitoyable. Le général a continué. La plupart des officiers se seraient protégés. Il m'a regardé. Votre père a protégé le marin, à la place. Un homme à proximité a froncé les sourcils. Il a pris le blâme? D'une certaine manière, a hoché le général. Il a accepté la responsabilité, parce qu'il croyait que les leaders doivent assumer les échecs avant de s'approprier les succès. J'ai senti ma gorge se serrer. Cela ressemblait exactement à mon père. Exactement. Le général a souri. Le jeune marin est resté dans la marine. Qu'est-il devenu? A demandé une femme. Le sourire du général s'est élargi. Il est finalement devenu amiral. La pièce a éclaté d'un rire surpris. Vous plaisantez? Non, a gloussé le général. Cet amiral raconte encore l'histoire aujourd'hui. Je me suis surprise à regarder la montre de mon père. Pendant des années après sa mort, j'avais craint que les gens ne l'oublient. Non pas parce qu'il avait besoin de reconnaissance, mais parce qu'il avait compté. Maintenant, je découvrais combien de vies il avait touchées, en toute discrétion. Une histoire en entraînait une autre, puis une autre. La salle de bal était passée d'un gala de charité à quelque chose qui ressemblait davantage à des retrouvailles. Des vétérans se sont approchés, des officiers à la retraite, d'anciens militaires, des gens que je n'avais jamais rencontrés. Plusieurs ont reconnu le nom de mon père immédiatement. Un vieux marine m'a serré la main. J'ai servi aux côtés de votre père, autrefois. Ses yeux brillaient. Le meilleur officier que j'ai jamais rencontré. Un chef de la marine à la retraite a acquiescé. Pareil pour moi. Un autre vétéran a souri. Votre grand-père n'était pas mal, non plus. Cela m'a surprise. Vous connaissiez mon grand-père? Tout le monde connaissait votre grand-père, Harry l'homme. Je n'ai pas pu m'empêcher de sourire. Mon grand-père avait servi pendant la Seconde Guerre mondiale. Quand je grandissais, il parlait rarement des combats. La plupart de ses histoires concernaient les blagues de ses camarades marins, ou des leçons de vie. Ce n'est qu'après sa mort que nous avons découvert l'étendue de son dossier militaire, les médailles, les éloges, les citations. Même alors, ma famille a gardé la majeure partie de tout cela privé.
C'est simplement ainsi que nous avions été élevés. Au fil des conversations, les souvenirs ont commencé à affluer. Je me suis retrouvé à dériver vers mon enfance. De retour dans une petite maison de la marine à Norfolk. De retour aux soirées passées autour de la table de la cuisine, de retour aux leçons que je n'avais pas pleinement appréciées avant l'âge adulte. Mon père ne faisait jamais de grands discours. Il enseignait par l'exemple. Chaque samedi matin, il faisait du bénévolat quelque part, parfois dans des groupes d'anciens combattants, parfois dans des projets communautaires, parfois en aidant des voisins. Quand j'étais jeune, je supposais que tout le monde faisait ces choses-là. Plus tard, j'ai réalisé que beaucoup de gens ne le faisaient pas. Un après-midi d'été, je lui ai demandé pourquoi il passait autant de temps à aider des inconnus. Sa réponse m'est restée. Parce qu'un jour, tu auras besoin d'aide, toi aussi. C'était tout. Pas de discours, pas de leçon de morale. Juste une sagesse simple. Le genre de sagesse qui devient plus significative avec l'âge. Pendant ce temps, Richard restait inhabituellement silencieux. Je pouvais presque voir les rouages tourner dans son esprit. Pendant des années, il avait jugé ma famille selon des normes qui avaient du sens dans son monde, valeurs nettes, influence, relations, statut. Maintenant, ces mesures semblaient soudainement inadéquates. Les gens ne se rassemblaient pas autour de moi parce que ma famille avait été riche. Ils n'étaient pas impressionnés par le succès dans les affaires. Ils réagissaient à quelque chose de plus profond, le caractère, le service, l'héritage, les valeurs. Des choses que l'argent ne pouvait pas acheter. Et Richard commençait à s'en rendre compte. Finalement, un riche homme d'affaires s'est approché de notre groupe. Je l'avais vu lors d'événements caritatifs précédents. Le genre d'homme dont le nom apparaissait régulièrement dans les journaux locaux. Il m'a regardé pensivement. Puis-je vous demander quelque chose? Bien sûr. Il a fait un geste vers la foule grandissante. Pourquoi n'avez-vous jamais parlé de tout cela aux gens? La question a semblé fasciner tout le monde. Plusieurs personnes se sont penchées, dans l'attente. J'ai réfléchi attentivement avant de répondre. Puis j'ai souri. Parce que mon père m'a appris que le service n'est pas quelque chose dont on se vante. La pièce est redevenue silencieuse. Non pas parce que ma réponse était profonde. Mais parce qu'elle était simple, et que parfois, les vérités simples sont celles qui frappent le plus fort. L'homme d'affaires a hoché la tête lentement. Je pense que c'est quelque chose que nous avons oublié. Plusieurs personnes ont murmuré leur accord. Même Richard. Quelques minutes plus tard, le général Bradley s'est approché de moi une fois de plus. Son expression était devenue pensive, presque émue. Il y a autre chose que vous devriez savoir. De quoi s'agit-il? Il a regardé autour de la pièce, puis a légèrement baissé la voix. Votre père et votre grand-père ne se sont pas contentés de servir. J'ai froncé les sourcils. Que voulez-vous dire? Le général a souri. Vous êtes-vous déjà demandé d'où venait le fonds de bourse Whittaker? J'ai cligné des yeux. Bien sûr que je connaissais le fonds de bourse. Il offrait une aide financière aux veuves et aux enfants de militaires. Ma famille le soutenait depuis des années, mais j'avais toujours supposé qu'il avait été créé par une organisation plus vaste. Le général a secoué la tête. C'est votre grand-père qui l'a créé. Mes yeux se sont écarquillés. Quoi? Et votre père l'a étendu. Je l'ai dévisagé. Personne ne m'a jamais dit ça. Il ne voulait pas en tirer de mérite. La réponse est venue immédiatement, bien sûr que non. C'était exactement ce que ma famille ferait. Le général a souri tristement. 3 générations de votre famille ont passé leur vie à aider les gens, sans demander de reconnaissance. Il a jeté un coup d'œil vers Richard, puis est revenu à moi. C'est une chose rare, de nos jours. Pour la première fois de la soirée, j'ai vu une véritable honte apparaître sur le visage de mon mari. Pas de la gêne. Pas de l'inconfort. Quelque chose de plus profond. La douloureuse réalisation qu'il avait passé des années à mal comprendre les personnes qui avaient façonné la femme qu'il avait épousée. Et en le regardant dans les yeux, j'ai commencé à me demander si notre mariage n'avait pas été bâti sur quelque chose qui manquait, depuis le tout début, le respect. Cette question m'a poursuivi pour le reste de la soirée. Et avant que la nuit ne s'achève, elle deviendrait impossible à ignorer. Le gala s'est terminé peu avant minuit. D'ici là, l'histoire s'était propagée dans presque tous les recoins de la salle de bal.
Des gens qui m'avaient à peine remarqué au début de la soirée, s'arrêtaient pour me serrer la main en sortant. Des vétérans me remerciaient pour le service de ma famille. Plusieurs personnes partageaient des histoires sur des parents, des frères, des sœurs ou des enfants qui avaient servi dans l'armée. Une femme m'a serré dans ses bras à l'improviste. Mon mari était dans la marine, a-t-elle dit doucement. Il est décédé il y a 3 ans. Je lui ai serré la main. Aucun long discours n'était nécessaire. Certaines expériences n'ont pas besoin d'être expliquées. Nous nous comprenons, tout simplement. Le trajet de retour fut inhabituellement silencieux. Richard conduisait. Je regardais par la fenêtre du côté passager. Les rues historiques de Charleston étaient presque vides. Les lampadaires se reflétaient sur les vieux bâtiments en briques. La brise du port agitait doucement les palmiers. Habituellement, Richard adorait discuter des événements mondains, après leur conclusion. Qui était présent? Qui a fait un don? Qui a noué des relations importantes ce soir? Là, il n'a presque rien dit. Moi non plus. Le silence s'est étiré pendant près de 20 minutes. Finalement, il a pris la parole. Je n'en avais aucune idée. Sa voix semblait plus petite que d'habitude. J'ai continué à regarder par la fenêtre. Non. Tu aurais dû me le dire. Je me suis tourné vers lui. Pendant un instant, je l'ai simplement fixé. Puis j'ai posé la question qui pesait sur mon cœur depuis des années, est-ce que ça aurait changé quelque chose? Richard n'a pas répondu immédiatement. Et ce silence m'a tout dit. Le lendemain matin, je me suis réveillé tôt. Les vieilles habitudes de la marine ont la vie dure, un café à 6 heures, le journal local, une réflexion tranquille avant que le monde ne commence à s'agiter. Richard était déjà réveillé. Cela m'a surprise. En général, il dormait plus tard le week-end. Au lieu de cela, il était assis à la table de la cuisine, fixant sa tasse de café. Son expression avait l'air troublée. Pas fatigué, troublé. Je me suis versé une tasse et me suis assise en face de lui. Aucun de nous n'a parlé. Finalement, il a soupiré. Je me suis rendu ridicule. J'ai hoché la tête. Oui. Il a baissé les yeux. Je ne le pensais pas de la façon dont ça a résonné. J'ai réfléchi à cela, puis j'ai répondu honnêtement. Richard, c'est exactement comme ça que tu le pensais. Il a levé les yeux. J'ai continué, tu ne t'attendais juste pas à ce que quelqu'un te contredise. La vérité planait entre nous. Ni plaisante ni cruelle, simplement vraie. Au cours des jours suivants, quelque chose d'inhabituel s'est produit. Les gens ont commencé à parler. Charleston est une ville magnifique. C'est aussi une petite ville à bien des égards. Les nouvelles voyagent vite, surtout dans les cercles mondains. Dès le lundi après-midi, Richard avait reçu plusieurs appels téléphoniques. Certains lui apportaient du soutien, d'autres non. Un juge à la retraite, qui avait assisté au gala, l'a appelé directement. Un partenaire d'affaires de longue date a fait un commentaire pointu pendant le déjeuner. Plusieurs vétérans impliqués dans des associations caritatives locales ont exprimé leur déception. Personne ne l'a attaqué. Personne ne l'a humilié publiquement. Ce n'était pas la culture des personnes impliquées. Au lieu de cela, ils ont fait quelque chose de bien plus inconfortable, ils l'ont tenu pour responsable. Doucement, respectueusement, mais fermement. Et Richard n'y était pas habitué. Une semaine plus tard, j'ai surpris une partie d'une conversation téléphonique dans son bureau. La porte n'était pas complètement fermée. Je n'écoutais pas aux portes, sa voix portait simplement dans le couloir. Comment ça, il reconsidère? Pause. Non, c'est ridicule. Longue pause. J'ai entendu la frustration monter dans sa voix. À cause d'un seul commentaire? Une autre pause, puis le silence. Quelques instants plus tard, il a mis fin à l'appel. Quand il est sorti, il avait l'air en colère. Pas contre moi. Contre la situation. Que s'est-il passé, ai-je demandé. Il s'est frotté le front. Rien. J'ai attendu. Finalement, il a soupiré. Une organisation d'anciens combattants a retiré son soutien à l'un de nos projets. J'ai hoché la tête lentement. Je vois. Ils ont dit que mes commentaires soulevaient des inquiétudes quant à mon leadership. Je l'ai regardé attentivement. Et qu'est-ce que tu en penses? Sa mâchoire s'est contractée.
Pendant plusieurs secondes, il n'a rien dit. Puis il s'est éloigné. Je suis ravi. Les semaines passant, les conséquences se sont poursuivies. Rien de dramatique. Pas de scandale public. Pas de carrière ruinée. Ce n'était pas ce genre d'histoire. Au lieu de cela, Richard a fait l'expérience de quelque chose qui lui était peu familier. Les gens ont commencé à le voir différemment. Non pas à cause d'une erreur, mais à cause de ce que l'erreur avait révélé. Le caractère compte, particulièrement pour les Américains plus âgés, particulièrement pour les vétérans, particulièrement pour les personnes qui ont passé leur vie à valoriser le service plutôt que le statut. Richard découvrait cette leçon de première main, et il a détesté ça au début. Un soir, environ 3 semaines après le gala, nous avons assisté à une réunion du conseil d'administration d'une association caritative. Plusieurs personnes m'ont salué chaleureusement. Un colonel à la retraite m'a serré la main. Un autre bénévole m'a posé des questions sur mon père. Les interactions étaient amicales, naturelles, sans rien d'excessif. Pourtant, j'ai remarqué quelque chose. Et Richard l'a remarqué aussi. Le respect que les gens me témoignaient n'avait rien à voir avec la richesse, rien à voir avec le statut social, rien à voir avec l'influence. Il venait des valeurs, du service, de la réputation. Et pour peut-être la première fois de sa vie, Richard réalisait que ces choses ne pouvaient pas s'acheter. Ce soir-là, après notre retour à la maison, la conversation que nous évitions tous les deux a finalement eu lieu. Nous étions assis sous le porche arrière, avec vue sur notre jardin. L'air printanier était frais. Les grillons chantaient au loin. Pendant un long moment, aucun de nous n'a parlé. Puis j'ai rompu le silence. « Pourquoi as-tu dit ça ?» Richard a fixé l'obscurité. « Quoi ?» « Tu sais très bien quoi. » Ses épaules se sont affaissées. Pour une fois, il n'a pas fait semblant. Il n'a pas éludé la question. Il n'a pas plaisanté. Parce que j'y croyais. L'honnêteté m'a surprise, mais je l'ai apprécié quand même. Il a poursuivi, j'ai grandi en pensant que le succès, c'était l'argent. Sa voix paraissait fatiguée. Mon père cumulait 3 emplois. Je l'écoutais silencieusement. Nous étions toujours à une urgence près, du désastre. Ses yeux restaient fixés sur la cour. Quand les gens ont de l'argent, ils sont en sécurité. J'ai hoché la tête. Je comprends. Non. Il a secoué la tête. Tu comprends mieux que moi. Cette déclaration portait plus de vérité qu'il ne le réalisait. Les familles de militaires comprennent l'incertitude, les déploiements, les transferts, les risques, la perte. Rien n'est garanti. Richard a pris une profonde inspiration. J'ai passé toute ma vie à courir après la sécurité. Il a ri amèrement. En cours de route, j'ai commencé à confondre l'argent et la valeur. Le mot s'est posé lourdement entre nous. J'y ai réfléchi. Puis j'ai demandé doucement, et ma famille. Son visage s'est tendu. Je les ai jugés. Pourquoi ? Parce qu'ils ne correspondaient pas au monde que je comprenais. Pour la première fois, j'ai vu une véritable vulnérabilité. Pas de la gêne, pas de l'orgueil. De la vulnérabilité. Celle qui apparaît lorsque quelqu'un cesse de se défendre. J'ai regardé les étoiles au-dessus de notre jardin, puis je me suis tourné vers lui. Mon père a passé des mois loin de la maison. Richard a hoché la tête. Je sais. Il a manqué des anniversaires. Un autre hochement de tête. Des anniversaires de mariage ? Oui. Les fêtes de fin d'année ? Ses yeux se sont baissés. J'ai poursuivi, et il recommencerait tout, sans hésiter. Le silence est retombé sur le porche. Finalement, j'ai prononcé les mots qui montaient en moi depuis le gala. Tu n'as pas insulté mon père. Richard a levé les yeux. Il n'est plus là. J'ai senti l'émotion serrer ma poitrine. Tu as insulté toutes les familles qui se sont sacrifiées à ses côtés. Les mots ont frappé fort. Je pouvais le voir. Pendant plusieurs secondes, Richard est resté là, immobile. Puis, ses yeux se sont remplis de larmes. Pas des larmes spectaculaires. Pas des larmes de cinéma. Le genre de larmes que les personnes âgées reconnaissent. Celles qui viennent du regret. Du vrai regret. Quand il a finalement parlé, sa voix s'est à peine élevée au-dessus d'un murmure. Je ne sais pas comment réparer ça. Je l'ai regardé attentivement.
Et pour la première fois depuis des semaines, j'ai répondu honnêtement. Je ne le sais pas, non plus. Cet aveu faisait mal, parce qu'il était vrai. 12 ans de mariage ne se dénouent pas du jour au lendemain. La confiance non plus. Le respect non plus. Les deux se construisent lentement, et les deux peuvent être endommagés lentement, également. Richard a baissé la tête. Pour la première fois depuis que je le connaissais, il avait l'air véritablement effrayé. Pas d'avoir perdu des affaires, pas de l'embarras public. Effrayé de me perdre. Et alors que j'étais assise là, sous le ciel nocturne de Charleston, je me suis discrètement avoué quelque chose. Pour la première fois de notre mariage, je n'étais pas sûr que rester soit le bon choix. Pendant près de 2 semaines après notre conversation sous le porche, Richard a changé. Pas soudainement, pas dramatiquement. Il n'y a pas eu de grand discours, pas de promesses désespérées, pas de tentative théâtrale pour sauver notre mariage. À mon âge, j'ai appris à me méfier des mots. Les mots sont faciles. Le changement est difficile, et un véritable changement prend du temps. Ce qui a attiré mon attention, ce n'est pas ce que Richard a dit, mais ce qu'il a commencé à faire. Un samedi matin, je suis descendu en m'attendant à le trouver en train de regarder les informations financières. Au lieu de cela, il était assis à la table de la cuisine, en train de lire quelque chose. Plusieurs feuilles de papier étaient étalées devant lui. De vieux documents, des copies de dossiers militaires, des photographies, des lettres. Je les ai reconnus immédiatement. Ils avaient appartenu à mon père. Richard a levé les yeux. L'espace d'un instant, aucun de nous n'a parlé. Puis il a demandé doucement, « Ton père écrivait-il vraiment toutes ces lettres pendant ses déploiements ?» J'ai hoché la tête. Chaque semaine. Il a de nouveau baissé les yeux. Les pages semblaient fragiles dans ses grandes mains. Je n'en avais aucune idée. Il y avait de nouveau cette expression. Je n'en avais aucune idée. Pendant des années, ces mots auraient pu m'irriter. Maintenant, ils sonnaient différemment. Maintenant, ils sonnaient comme le début de la compréhension. Au cours des semaines suivantes, Richard a continué à poser des questions. Des questions qu'il aurait dû poser des années plus tôt. Les questions que la plupart des maris posent, lorsqu'ils veulent sincèrement connaître leur femme. Comment se passaient les déploiements? À quelle fréquence ton père rentrait-il à la maison? Comment ta mère gérait-elle les absences? C'était comment de grandir dans des logements militaires? Pourquoi avais-tu choisi la marine? Que signifiait le service pour toi? Au début, je répondais avec prudence. Une partie de moi se demandait si c'était temporaire, si la culpabilité était le moteur de sa curiosité. Mais les questions ont continué à venir, et elles semblaient sincères. Un soir, il m'a surprise. J'ai appelé le général Bradley. J'ai failli laisser tomber ma tasse de café. Tu as fait quoi? Richard a souri maladroitement. Il m'a invité à déjeuner. Je l'ai dévisagé. Le même général qui l'avait involontairement démasqué devant l'élite de Charleston. Pourquoi? Richard a ri doucement. Parce que je lui ai dit que j'avais besoin qu'on m'éduque. Pour la première fois depuis des semaines, je me suis surprise à sourire. Le déjeuner s'est transformé en une rencontre de 3 heures, puis en une autre, puis en une autre. Le général Bradley est devenu une sorte de mentor inattendu. Non pas parce que Richard voulait des contacts militaires, mais parce qu'il voulait de la perspective. Un après-midi, après être rentré à la maison, Richard s'est assis à côté de moi sur le canapé. Son expression avait l'air pensive. Sais-tu ce que le général m'a dit aujourd'hui? Quoi? Richard a secoué la tête lentement. Il a dit, votre beau-père ne s'est jamais soucié de savoir qui s'attribuait le mérite. Point. J'ai souri. C'est vrai. Il a dit, la plupart des gens passent leur vie à essayer d'être importants. Point. J'ai hoché la tête. Et les personnes qui comptent vraiment, parlent rarement d'elles-mêmes. La pièce est devenue silencieuse. Richard a regardé vers la fenêtre. J'ai passé toute ma vie à faire l'inverse. Il n'y avait pas d'apitoiement dans sa voix. Juste de l'honnêteté, et l'honnêteté est le point de départ de la croissance. Un mois plus tard, Richard m'a posé une question à laquelle je ne m'attendais pas. Accepterais-tu de m'emmener quelque part? Où? Il a hésité, puis a répondu doucement, à Arlington. Pendant plusieurs secondes, je me suis contenté de le regarder. Mon père n'y était pas enterré, mais de nombreuses personnes avec lesquelles il avait servi s'y trouvaient.
De nombreux membres de notre famille militaire élargie y reposaient. Le cimetière national d'Arlington est une terre sacrée pour quiconque a porté l'uniforme. Je l'avais visité plusieurs fois. Richard, lui, n'y était jamais allé. 2 semaines plus tard, nous nous sommes envolés pour Washington. La matinée était fraîche et couverte. Le cimetière s'étendait devant nous, en rangées parfaites de pierres tombales blanches, ordonnées, silencieuses, interminables. Quel que soit le nombre de fois où vous visitez Arlington, cela vous touche. Le site vous rend humble. Il vous rappelle combien de personnes ont porté des fardeaux que la plupart des Américains ne voient jamais. Richard marchait silencieusement à côté de moi. Pendant près d'1 heure, il n'a pratiquement pas parlé. Nous avons croisé des familles rendant visite à des proches, des vétérans se tenant silencieusement, des enfants posant des questions, des drapeaux flottant doucement dans la brise. Finalement, Richard s'est arrêté. Il a regardé par-delà des centaines de marqueurs blancs, les yeux remplis d'émotion. Je n'ai jamais rien vu de tel. J'ai hoché la tête. La plupart des gens ne l'ont pas vu. Il a dégluti difficilement. Tellement de monde. Oui. Tellement de sacrifices. Je n'ai pas répondu. Je n'en avais pas besoin. L'endroit lui-même donnait la leçon. Plus tard dans l'après-midi, nous étions assis sur un banc surplombant une partie du cimetière. Aucun de nous n'a parlé pendant plusieurs minutes. Puis Richard m'a surprise à nouveau. Je dois des excuses à ton père. Je me suis tourné vers lui. Il n'est pas là. Je sais. Sa voix tremblait légèrement. Mais je lui en dois une, quand même. J'ai attendu. Richard a baissé les yeux sur ses mains. Quand je me suis moqué de ta famille, je croyais juger un statut social. Il a ri tristement. Ce n'était pas le cas. Qu'est-ce que tu jugeais ? Il m'a regardé. Les valeurs qui ont fait de toi ce que tu es. Ma gorge s'est serrée. Parce que c'était exactement la vérité. Pas seulement à propos de mon père. À propos de tous, de ma mère, de mon grand-père, des générations avant eux. Les valeurs qui m'avaient façonné, le devoir, l'humilité, le service, la responsabilité, le sacrifice. Des choses qui n'apparaissent pas sur les relevés bancaires, mais qui, d'une manière ou d'une autre, importent plus que l'argent ne le pourrait jamais. Ce soir-là, de retour à l'hôtel, Richard est resté silencieux pendant un long moment. Finalement, il a pris la parole. Puis-je te demander quelque chose ? Bien sûr. Il a hésité, puis a posé la question la plus importante. Penses-tu que ton père me pardonnerait ? Je l'ai dévisagé, non pas parce que la question me surprenait, mais parce que je connaissais déjà la réponse. J'ai pensé à mon père, aux innombrables marins qu'il avait encadrés, aux erreurs qu'il avait pardonnées, à la grâce qu'il avait accordée, à la patience dont il avait fait preuve. Puis, j'ai souri doucement. Oui. Richard a eu l'air soulagé. Mais les mots l'ont arrêté lorsque j'ai poursuivi, il s'attendrait à ce que tu en tires une leçon. Richard a hoché la tête immédiatement. C'est ce que j'ai fait. Je le croyais. Non pas parce qu'il l'avait dit, mais parce que je l'avais vu se produire. Jour après jour. Conversation après conversation. Choix après choix. À notre retour à Charleston, quelque chose de subtil avait changé. La tension entre nous n'avait pas complètement disparu. La confiance ne se reconstruit pas du jour au lendemain. Le respect non plus. Mais pour la première fois depuis longtemps, nous allions dans la bonne direction. Pas en arrière, en avant. Ensemble. Et alors que je regardais la vieille montre de la marine, posée sur mon poignet, un soir, j'ai réalisé quelque chose d'important. La plus belle des vengeances n'avait jamais été l'humiliation publique. Ce n'était pas de voir Richard se sentir gêné. Ce n'était pas de le voir critiquer. La vraie vengeance était quelque chose de beaucoup plus silencieux, regarder quelqu'un comprendre enfin la valeur de ce qu'il a un jour méprisé. Regarder l'ignorance devenir sagesse. Regarder l'orgueil devenir humilité. Regarder un homme devenir meilleur qu'il ne l'était auparavant. Et pour la première fois depuis le gala, j'ai commencé à me demander si notre histoire n'allait pas, malgré tout, connaître une fin heureuse. 1 an plus tard, je me suis retrouvé debout dans la même salle de bal où tout avait commencé. Les mêmes lustres en cristal, la même vue sur le port, le même gala de charité annuel, et même le même quatuor à cordes qui jouait doucement près de la scène. Et pourtant, d'une certaine façon, la pièce semblait complètement différente.
Ou peut-être était-ce moi qui avais changé. Peut-être les deux. J'ai ajusté la manche de ma robe de soirée, et jeté un coup d'œil à la vieille montre de la marine sur mon poignet. La montre de mon père. Celle qui avait discrètement porté son héritage dans cette salle de bal, un an plus tôt. La montre qui avait révélé des vérités que ni Richard ni moi n'étions prêts à affronter. Un an. 12 petits mois, et pourtant, cela paraissait beaucoup plus long. Car la croissance a le don d'étirer le temps. Richard s'est approché, portant 2 verres d'eau pétillante. Il m'en a tendu un. Son sourire était détendu, naturel. Pas le sourire soigneusement poli qu'il arborait autrefois lors des événements mondains. Un sourire authentique. Prête, a-t-il demandé. J'ai hoché la tête. Aussi prête que je le serai jamais. Il a gloussé. C'est généralement ta réponse. Parce que c'est généralement vrai. Nous avons partagé un rire. Un moment simple. Le genre de moment que les couples mariés négligent souvent. Pourtant, après l'année écoulée, j'appréciais ces moments plus que jamais. Richard avait changé. Pas à la perfection. Personne ne change à la perfection. À 62 ans, il aimait toujours les affaires, appréciait toujours les projets ambitieux, valorisait toujours la réussite. Mais la réussite ne définissait plus l'intégralité de sa vision du monde. Ce changement n'était pas spectaculaire. Il était visible dans de petits choix, le genre de choix qui a le plus de sens. Il avait commencé à faire du bénévolat au sein d'organisations d'anciens combattants. Discrètement, sans publicité, sans publier de photos, sans l'annoncer à personne. Il s'y présentait simplement, semaine après semaine, mois après mois, aidant là où il le pouvait, apprenant là où il ne le pouvait pas, écoutant plus qu'il ne parlait. La première fois que je l'ai vu décharger des fournitures pour un programme de logement destiné aux vétérans, j'ai failli pleurer. Non pas parce qu'il faisait du bénévolat. Parce que personne ne le lui avait demandé. Plusieurs mois auparavant, le général Bradley nous avait invités à déjeuner. Nous nous sommes assis tous les trois, surplombant le port de Charleston. La conversation a dérivé de l'histoire militaire à la famille, au vieillissement, et au but de l'existence. À un moment donné, le général s'est adossé à sa chaise, et a souri à Richard. « Vous avez fait beaucoup de chemin. » Richard a ri. « J'ai eu un bon professeur. » Le général m'a désigné. « Non. » Puis il a pointé la montre du doigt. « Votre professeur portait cette montre bien avant que nous ne la rencontrions, vous et moi. » Nous sommes restés silencieux tous les trois pendant un moment. Puis le général Bradley a ajouté quelque chose que je n'oublierai jamais, les plus grands leaders ne laissent pas derrière eux de la richesse. Il a fait une pause. Ils laissent derrière eux des valeurs. Même maintenant, ces mots résonnent dans mon esprit, parce qu'ils sont vrais. Alors que le gala se poursuivait, les invités se déplaçaient dans la salle de bal. Certains me reconnaissaient, d'autres non. C'était parfaitement bien comme ça. Je n'ai jamais eu besoin d'attention. Mon père non plus. De l'autre côté de la pièce, j'ai remarqué plusieurs vétérans rassemblés près d'une exposition honorant les militaires locaux. Richard discutait avec eux, non pas en tant qu'homme d'affaires, ni en tant que donateur. Simplement comme un autre être humain. Écoutant, apprenant, respectant. Un an plus tôt, je n'aurais jamais imaginé cette scène. Et pourtant, elle était là, réelle, discrète, pleine de sens. Plus tard dans la soirée, l'organisatrice de l'événement est montée sur scène. Après avoir souhaité la bienvenue aux invités, elle a appelé plusieurs leaders de la communauté à se lever pour être reconnus. Le nom de Richard était parmi eux. Il a eu l'air surpris, sincèrement surpris. Alors que des applaudissements polis remplissaient la salle, il s'est levé à contre-cœur. Puis, il s'est produit quelque chose qui m'a profondément touché. L'organisatrice a demandé à chaque personne honorée de se présenter brièvement. Un à un, ils ont parlé d'entreprise, d'organisation et de réalisation. Finalement, ce fut le tour de Richard. Il s'est avancé vers le microphone. La salle de bal est devenue silencieuse. Je l'ai observé attentivement, curieuse d'entendre ce qu'il allait dire. Un an plus tôt, il aurait énuméré ses accomplissements, ses projets, ses investissements, ses réussites professionnelles. Au lieu de cela, il a souri et a regardé dans ma direction. « Je m'appelle Richard Collins », a-t-il dit. Une brève pause a suivi. J'ai la chance d'être marié à une femme extraordinaire. J'ai senti mon visage s'empourprer.
La salle a ri doucement. Richard a continué. Elle vient d'une famille qui a passé des générations à servir les autres. Sa voix est devenue plus assurée. Une famille qui m'a appris une leçon importante. La salle de bal restait silencieuse, à l'écoute. La véritable grandeur ne se mesure pas à l'argent. Il m'a jeté un coup d'œil. Elle se mesure au caractère. J'ai senti les larmes me monter aux yeux. Pas à cause du public, pas à cause des applaudissements. Parce que je savais à quel point ces mots avaient été difficiles à acquérir pour lui. Il ne répétait pas quelque chose qu'il avait entendu. Il y croyait. Cela faisait toute la différence. Une fois l'événement terminé, nous sommes sortis sur la terrasse du port. L'air nocturne était frais. Des bateaux se déplaçaient lentement sur l'eau sombre. Les lumières de la ville scintillaient au loin. Pendant plusieurs minutes, nous sommes simplement restés debout ensemble. Pas de discours, pas de déclaration dramatique. Juste la paix. Finalement, Richard a pris la parole. Tu sais quoi? Quoi? Je pensais que ton père était la personne la plus impressionnante de cette histoire. J'ai souri. C'est probablement le cas. Richard a secoué la tête. Non. Je l'ai regardé. Il m'a serré la main. C'est toi. L'émotion s'est bloquée dans ma gorge. Pourquoi? Sa réponse est venue immédiatement, parce que tu aurais pu m'humilier. J'ai ri doucement. Tu t'en es chargé toi-même. Il a ri aussi. Puis son expression est devenue sérieuse. Tu aurais pu partir. Je n'ai pas répondu, car il avait raison. Il y avait eu des moments où partir semblait plus facile. Des moments où la colère semblait justifiée, des moments où l'amertume aurait été compréhensible. Pourtant, mon père m'avait appris quelque chose d'important, les gens sont plus que leurs pires moments. Parfois, ils méritent l'opportunité de s'améliorer. Pas toujours, mais parfois. Richard avait gagné cette opportunité. Et heureusement, il l'avait bien utilisée. Alors que nous nous tenions là, surplombant le port de Charleston, j'ai pensé à mon père, mon grand-père, ma mère, les générations qui m'avaient façonné. Aucun d'entre eux n'avait été riche. Aucun d'entre eux n'avait cherché la reconnaissance. Et pourtant, leur influence restait vivante. Non pas à travers des monuments, non pas à travers des gros titres. À travers des valeurs. Des valeurs transmises d'une vie à une autre, d'un membre de la famille à un autre, d'une génération à la suivante. C'est ainsi que les héritages survivent. Non pas dans des comptes en banque. Dans des personnes. J'ai baissé les yeux vers la montre de mon père. Les aiguilles continuaient de tourner avec régularité. Tic, tac, tic. Le temps qui passe, comme il l'a toujours fait. Pour la première fois depuis sa mort, j'ai ressenti quelque chose qui s'apparentait à la paix. Non pas parce que les gens savaient enfin qui il était. Ils ne s'en seraient jamais souciés. Mais parce que les leçons qu'il a passé toute sa vie à enseigner, étaient encore vivantes. Elles fonctionnaient toujours, changeant encore des vies. Même celle de Richard. Surtout celle de Richard. Et c'est peut-être le plus grand héritage que chacun d'entre nous puisse espérer laisser derrière lui. Si cette histoire vous a rappelé quelqu'un qui a servi discrètement, s'est sacrifié, ou a façonné votre vie sans demander de reconnaissance, prenez un moment pour penser à lui aujourd'hui. Et si vous avez déjà appris une leçon importante de la part de quelqu'un que vous avez un jour mal compris, j'aimerais que vous partagiez cette expérience. Ce genre d'histoire nous aide à nous souvenir de ce qui compte vraiment. Merci d'avoir partagé ce moment avec moi. Prenez soin de vous. Prenez soin les uns des autres. Et ne sous-estimez jamais les personnes silencieuses dans la pièce.